Salut Ilan, donc tu peux partager ton document de suite sur le cours des glucides. Parfait. Bon cours à tous. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos épreuves de spé et de philo se sont bien passées. Je sais que le grand oral c'est cette semaine, je crois. Mais bon, vous avez bien compris que ça y est, la terminale c'est bientôt fini. Vous allez attaquer cette année de passe, qui est une année qui est assez longue. Mais bon, pour certaines personnes peut-être qui stressent ou il y en a qui ne stressent pas. Mais il faut savoir vraiment que lors de cette année, moi-même j'étais à la master prépa l'année dernière et en aucun cas je me suis senti seul. Il y a toujours un encadrement avec vous. Il faut vraiment vous faire confiance et faire confiance à la master prépa. Dan et tous les tuteurs vont être là pour être derrière vous. Alors, mon but aujourd'hui, comme l'a dit Dan, c'est de dégrossir ce cours-là de glucides, qui est un cours assez long à la fac. Mais bon, aujourd'hui, on va le dégrossir un maximum. Quand on va déjà faire la première partie, c'est un cours, je crois, qui se fait en deux parties. La première partie, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est aspects structuraux. Et la deuxième partie, c'est les aspects métaboliques des glucides. Mais si vous, comme l'a dit Dan, vous entretenez ce cours et vous entretenez tout ce que vous avez fait lors de la terminale santé, mais également ce que vous ferez lors du stage de pré-rentrée en août, je vous assure que vous aurez vraiment une avance considérable parce que tous les étudiants, comme l'a dit Dan tout à l'heure, n'auront pas pris la même avance que vous et je vous assure que c'est quelque chose de primordial. Alors, on va commencer ce cours des glucides. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Au moins, tout sera clair dans votre tête à la fin de ce cours. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un glucide? Le mot glucide, en fait, si vous voulez, déjà, il vient du mot glucis qui signifie doux, saveur sucrée. Alors, un glucide, c'est un sucre qui peut se présenter, en fait, si vous voulez, de différentes manières. On verra les différentes manières parmi lesquelles il peut se présenter. Ce sont des molécules, en fait, organiques. Vous verrez là, par exemple, on voit bien ici, en fait, ce sont des molécules qui sont composées de carbone, d'hydrogène, mais également d'oxygène. C'est la définition, en fait, tout simplement, de molécules organiques. Ils ont beaucoup de rôles, en fait. Ils servent surtout de signaux de reconnaissance. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi des signaux de reconnaissance? Ce sont, en fait, lorsque, vous le verrez plus tard dans l'année, mais deux cellules veulent communiquer entre elles, ou même deux molécules veulent communiquer entre elles, elles vont notamment se servir de glucides pour pouvoir le faire. Mais ce sont également, comme il y a marqué ici, ce sont des déterminants antigéniques. Ce sont, en fait, lorsque vous avez les groupes sanguins, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B ou même le O, ben en fait, il faut savoir que ce sont des glucides qui déterminent ça. Ce sont des glucides à l'aide notamment de lipides, c'est une autre substance, et de protéines. Je crois que vous avez déjà vu peut-être cette substance-là. Alors voilà, bon, bien sûr, ils ont énormément de rôles. Ce ne sont pas ces deux rôles-là. On les verra plus tard, même dans la deuxième partie du cours. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, ils ont énormément de rôles, donc c'est pour ça qu'ils ont une importance capitale dans le monde du vivant. Ils participent notamment aux structures cellulaires et tissulaires, de réserves énergétiques. Retenez juste ce mot, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'amidon, même du glycogène. Ce sont en fait tout simplement des réserves énergétiques, le glycogène pour les hommes et l'amidon pour les végétaux. Et bon, comme je l'ai dit, chez les végétaux, bon, elle peut représenter jusqu'à 70% du poids sec. C'est-à-dire qu'un végétal, 70% de son poids, ce sont des glucides. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. De plus, les carbones sont porteurs d'une fonction alcool primaire, qui est ici, d'une fonction aldéhyde ou cétonique. Donc, ici, on voit bien qu'il s'agit d'une fonction aldéhyde parce que le C n'est pas relié à un autre carbone, il est relié à un H. Donc ici, il s'agit bien d'une fonction aldéhyde. Sur ce schéma-là, on ne le voit pas, mais remplacé par une fonction acidifiée ou même une fonction aminée. On va parler tout à l'heure de glucosamine ou de l'acide glucuronique. Lorsqu'on remplace, en fait, ça va pouvoir faire différentes fonctions que l'on verra tout à l'heure, notamment avec l'acide glucuronique. OK. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Alors, on va notamment distinguer deux catégories de glucides. Il y a les oses et les osides. Il y a tout d'abord, on a les oses. On va commencer par détailler ça.
ce sont surtout des molécules élémentaires, c'est-à-dire non hydrolysables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les scinder, ou sinon on perdrait leur structure. C'est-à-dire à partir du moment où si je prends par exemple le glucose ici et que je décide de le couper par exemple là, on n'a plus du glucose, on a juste une autre molécule. Donc c'est vraiment l'ose, si on le coupe, on l'hydrolyse, on perd sa fonction et on perdrait même son aspect stéréochimique là, d'où le plus. Je ne sais pas si vous avez fait le cours stéréochimie, mais c'est juste, juste de comment on voit les molécules dans l'espace. Et donc, en fait, le fait d'hydrolyser cette molécule-là, on va perdre son aspect stéréochimique, on va perdre toutes les caractéristiques à la fois chimiques que physiques que cette molécule peut nous apporter. Donc, bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'une seule molécule, on parle de monosaccharide, saccharide qui est un sucre, mono, il n'y en a qu'un. Et parmi eux, on peut retrouver notamment, comme je l'ai dit, le glucose, qui est l'un des plus importants à apprendre pour cette année. Alors oui, il va falloir apprendre ces schémas-là. C'est important parce que c'est déjà tombé en annales qui fait tomber genre un schéma comme ça et qui dit ça, il s'agit du glucose, du mannose, du fructose, bon, de tous les noms que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est très important de connaître cet aspect topologique-là. Alors ici, par exemple, on a le glucose. C'est très important. Bon, c'est celui que vous connaissez le plus sûrement. Après, il y a également le mannose. Et là, il y a le fructose. Attention, voilà, ici, par exemple, vous avez de l'aldéhyde encore ici, comme je l'ai dit, une fonction aldéhyde. Mais attention, ici, vous avez une fonction cétonique, parce qu'elle est reliée, le carbone ici, qui est relié à la fonction carbonyle, est relié à un carbone. De plus, alors maintenant, une fois qu'on a fini les oses, on va passer aux osides. C'est quoi? Alors, contrairement aux oses, les osides sont, eux, hydrolysables, car ils sont composés en fait de plusieurs molécules élémentaires. Il s'agit donc de disaccharides, 2 sucres, trisaccharides, 3 sucres, etc. Là, par exemple, on prend l'exemple du lactose. Le lactose, ici, on voit bien ici, c'est une molécule de galactose. Bon, c'est un autre sucre, encore une fois, qui est relié à une molécule de glucose. Donc, voilà, encore une fois, là, par exemple, si je coupe cette liaison-là, je vais perdre la molécule de lactose, mais je vais quand même avoir 2 autres molécules qui ont des propriétés telles que le galactose et le glucose. Contrairement à ici, ou aux oses ici, si je le coupe, on a 2 molécules totalement différentes et ils n'ont peut-être même pas de propriétés. Donc, c'est très important de différencier les deux. Les oses, ce sont des molécules non hydrolysables et ce sont des molécules élémentaires où il n'y a qu'un sucre, alors que les osides, ils sont hydrolysables et ce sont des molécules non élémentaires. Enfin, ce ne sont pas des molécules élémentaires parce qu'ils sont composés de plusieurs molécules élémentaires, justement, donc ils sont hydrolysables. Alors voilà, les principales propriétés des oses. Il faut savoir que ce sont des sucres simples qui sont non hydrolysables, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des chaînes carbonées qui ne sont pas ramifiées. Par exemple, on n'a pas des ramifications alkyles ou même d'autres ramifications méthyle, éthyle, tout ça, sur ces sucres-là. Ils sont constitués, c'est très important, de 3 à 7 atomes de carbone qui sont reliés par des liaisons simples. Alors ici, attention, moi je me suis posé la question l'année dernière. Ici, en fait, lorsqu'on dit par des liaisons simples, on parle des atomes de carbone qui sont reliés par des liaisons simples. Ici, on voit bien qu'ils sont reliés par des liaisons simples. Cette double liaison-là, c'est juste qu'il y a un atome de carbone. C'est pour montrer qu'il s'agit d'une fonction carbonyle et pour montrer tout simplement qu'il est relié à l'atome d'oxygène. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, ils sont entre 3 à 7 atomes de carbone. On ne peut pas en retrouver moins, on ne peut pas en retrouver plus. Alors, ce sont des molécules hydrophiles. Hydrophiles, pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont de nombreuses fonctions OH. Les fonctions OH sont des fonctions polaires, pour ceux qui ont fait physique. Je pense que la plupart des personnes ici ont fait. Ben là, le groupement hydroxyle est un groupement polaire. Et donc, le fait d'en rajouter à chaque fois, là, on voit bien qu'ici, il y en a 2. Mais au fur et à mesure qu'on rajoute des carbones, à chaque fois, il va y en avoir de plus en plus. Et le fait d'en rajouter, ça va être de plus en plus polaire. Et donc, forcément, ils vont être plus hydrosolubles. C'est-à-dire qu'ils vont plus facilement se mélanger dans l'eau. D'où le mot hydrophile. Et voilà, en fait, si vous voulez, ici, on vous montre les noms des plusieurs carbones. S'ils sont entre 3 à 7 carbones. Pour 3 carbones, il prend les noms de triose. C'est le cas du dihydroxyacétone ici. On va en reparler tout à l'heure. Il a des caractéristiques particulières. Tétrose pour le déérythrulose. Déribulose pour 5 carbones, donc on parle de pentose, hexose pour 6 et heptose pour 7 carbones, et vous verrez les plus importants. Mais bon, le plus important sur cette liste-là, ça reste quand même le fructose, parce que c'est lui qui est le plus connu parmi ces glucides ici.
Alors, les glucides, on a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vont pouvoir être reliés à des fonctions aldéhydes ou à des fonctions cétoniques. Ici, en fait, si le glucide est relié à une fonction cétone, on va l'appeler une cétose. Et lorsque il va être relié à une fonction aldéhyde, ils vont prendre le nom de aldose. Par exemple, ici précisément, c'était une cétose parce qu'elle est reliée à une fonction cétone, alors qu'ici, c'était, par exemple, ici, c'était relié, voilà, lui on voit mieux, c'était relié à une fonction aldéhyde, du coup, c'était un aldose. Donc, c'est pour ça que la fonction du groupe carbonyle, où c'est qu'elle est placée, c'est très important parce que ça peut changer son nom et ses caractéristiques. Alors, il est préfixé par la lettre D ou L en référence aldose et le glycéraldéhyde, c'est le chef de file. Alors, si vous voulez, c'est pourquoi on met D ou L devant? Parce que depuis tout à l'heure, vous voyez marqué D-ribose, D-arabinose, D-glycéraldéhyde, D-érythrose, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, cette dernière barre-là, ça montre que le dernier carbone l'avant-dernier carbone, pardon, elle est reliée à un groupement hydroxyle, OH, qui est situé du côté droit de la chaîne, de la barre verticale. Ici, on met du D-érythrose parce qu'elle est située du côté droit. Ici, par exemple, je suis du côté gauche, mais ce n'est pas grave parce qu'on regarde lui. Donc, tout le temps, le plus dans la nature, on retrouve des D parce que c'est ceux qui sont le plus courants. C'est pour ça qu'on vous montre que cela. Pareil pour eux, ce sont encore des déribuloses parce qu'on voit bien le OH ici qui est situé du côté droit de la partie verticale des carbones. Alors voilà, donc en gros, là, c'est préfixé par les D ou L. L, par exemple, si c'était de l'autre côté, le H et le OH ici, c'était inversé, on aurait mis du L ribulose. Ça aurait été l'inverse. Les aldoses, du coup, bien sûr, le chef de file ici, c'est celui à 3 carbones, parce qu'on a dit que les glucides étaient, étaient compris entre 3 à 7 carbones. Et ici, on voit bien que le chef de file, du coup, c'est un glucide qui a 3 carbones. Et pour la filiation des aldoses, donc c'est-à-dire pour les glucides qui ont une fonction aldéhyde, ben, tout simplement, c'est le D+, glycéraldéhyde. Alors, encore une fois, voilà, donc là, c'est le glycéraldéhyde qui est très important à connaître, c'est le chef de file des aldoses. Et surtout, en fait, si vous voulez, c'est quoi le plus ici? Ça indique la nature du pouvoir rotatoire, déviation du plan à droite ou moins c'est déviation du plan à gauche. Si elle dévie la lumière monochromatique à droite, du coup, elle va prendre plus et à gauche, moins. Alors, pareil, c'est encore de la stéréochimie, ça. Lorsque, si vous voulez, votre molécule, vous allez envoyer une lumière monochromatique et votre molécule va tourner le plan à droite, alpha va être supérieur à 0. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne sais pas du tout. Mais si alpha est supérieur à 0, du coup, le glycéraldéhyde, par exemple, ici qui est plus, ben forcément, il va dévier la lumière monochromatique à droite, alors que ici, l'érythrose, il va dévier la lumière monochromatique à gauche parce qu'il est moins. C'est important aussi de connaître ces plus et ces moins. Mais bon, en anal, ils ne font pas trop tomber ça, mais c'est toujours important de les apprendre. Dans tous les cas, il va falloir apprendre tous ces formules-là. C'est important. Dans les annales, ils font tomber des fois. Alors voilà, les aldoses à 5 carbones sont appelées les aldopentoses. Ici, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, voilà, triose, tétrose, pentose. Et en fait, lorsque c'est des aldéhydes, on va appeler les aldopentoses, tout simplement. Alors là, c'est pareil, mais là, bon, là, ici, c'est les aldohexoses. Alors, les aldohexoses, c'est tout simplement de la filiation des aldoses, mais lorsqu'ils vont être reliés à 6 carbones. Donc, 6 carbones, forcément, il n'y en a que 4 asymétriques. Je ne sais pas si vous savez, c'est stéréochimie encore. Dans ce cours-là, lorsque on parle de carbone asymétrique, c'est un carbone qui est relié à 4 groupements différents. Par exemple, ici, on a 4 carbones asymétriques sur 6. Pourquoi? Parce que lui, il est relié 2 fois au groupement O. On le voit encore une fois ici, puisque c'est un aldéhyde. Pardon, il est là. Donc ici, il est relié à 1, 2, 3 groupements différents. Du coup, on ne peut pas le considérer comme un carbone asymétrique. Par contre, lui, il est relié à un carbone, à un O, à un H et à un autre carbone qui a une autre formule. Du coup, forcément, on parle de lui, et ça peut être un carbone asymétrique puisqu'il est relié à 4
substituants différents. Du coup, c'est pour ça qu'ici, pareil, donc ça en fait 1, 2, 3, 4. Lui non plus, comme lui, ce ne sont pas des carbones asymétriques puisqu'ils sont reliés encore à que 3 groupements différents et pas 4. Alors, pour savoir combien il y a de stéréoisomères, c'est-à-dire combien de couples de stéréoisomères, pour savoir combien d'énantiomères, tout ça, en fait, il y a une formule très simple, c'est 2 puissance n, et n, c'est le nombre de carbones asymétriques. Donc, par exemple, ici, étant donné que vous avez des aldohexoses, vous savez que les aldohexoses, il y a 6 carbones de l'affiliation des aldéhydes. Donc, forcément, il n'y a que 4 carbones asymétriques, comme je vous l'ai montré ici. Il n'y en a que 4, un là, un là, un là et un là. Il n'y en a que 4. Donc, forcément, pour savoir combien d'énantiomères, on fait 2 puissance 4, parce que 2 puissance n, n, c'est le nombre de carbones asymétriques. 4, ça fait tout simplement 16 stéréoisomères. Et forcément, vous avez la moitié de série D et la moitié de série L. Ici, encore une fois, on vous a représenté que la série D. Donc, voilà. Donc, ici, je pense avoir tout dit. N'hésitez surtout pas à me couper si vous avez des questions. Et ici, par exemple, voilà, les plus importants à apprendre, ça reste le glucose, le mannose, le galactose. Notre année, je sais qu'il avait dit, il avait dit à l'oral, retenir galactose, mannose et glucose absolument. Donc lorsqu'il dit ça, vous avez imaginé que les autres, ils les feront normalement pas tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tous les apprendre, mais plus insister sur ces trois-là qu'il a dit à l'oral, c'est très important. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu la filiation des aldoses, on a dit que le chef de file des aldoses, c'était le glycéraldéhyde qui avait que 3 carbones. Et c'était D+, du coup, son dernier OH, il était vers la droite de la barre verticale, et il dérivait la lumière monochromatique à droite du plan, car il était plus. Et surtout, c'était la filiation des aldoses, du coup, ils avaient un groupement caractéristique d'un aldéhyde. Là, on va voir la filiation des cétoses. Alors, le problème avec les cétoses, c'est qu'il y a toujours une exception. Alors ici, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le dihydroxyacétone, on va en reparler. C'est pas pour rien parce que le problème ici, c'est que le dihydroxyacétone, c'est l'équivalent du glycéraldéhyde, c'est-à-dire que, vous voyez ici, il y en a 1, 2, 3 carbones comme le glycéraldéhyde tout à l'heure. Le glycéraldéhyde, pareil, il y en avait 3 ici. Mais étant donné qu'un glucide, c'est une molécule organique qui possède quand même des propriétés dans l'espace, du coup, c'est-à-dire qu'il a la lumière monochromatique qui peut dériver à droite ou à gauche, étant donné que lui n'a pas de carbone asymétrique, il ne va pas pouvoir dévier la lumière monochromatique ni à droite ni à gauche. C'est pour cela que le dihydroxyacétone donc il n'a pas de carbone asymétrique, donc forcément il ne pourra pas servir de chef de file aux cétoses. Donc comme on l'a dit, étant donné que celui à 3 carbones de la filiation des aldoses a un carbone asymétrique, alors que celui des 3 carbones de la filiation des cétoses n'a pas de carbone asymétrique, les cétoses ont un carbone asymétrique en moins que les aldoses. C'est très important de le retenir ça parce qu'ils font énormément de pièges sur ça. Le carbone asymétrique, il y a un carbone asymétrique en moins dans les cétoses par rapport aux aldoses. Il faut juste le retenir comme ça. Donc, étant donné que la cétose a 3 carbones, c'est-à-dire le dihydroxyacétone, mais d'ailleurs, vous le remarquez ici, hein, on ne le note pas comme le D-érythrulose ou même le D plus glycéraldéhyde, le D plus glucose, etc. On note juste dihydroxyacétone. C'est-à-dire qu'on ne peut ni l'appeler D parce qu'il n'y a pas de OH ici, et ni on peut lui donner le plus ou le moins parce qu'il n'a pas de propriété avec la lumière monochromatique. Donc, étant donné que la cétose à 3 carbones ne peut pas être utilisée en tant que chef de file, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'érythrulose, qui lui, par contre, a 4 carbones. Et lui, ici, à 4 carbones, il a un carbone asymétrique qui est ici, car on voit bien ici qu'il est relié à 4 groupements chimiques différents. Donc, c'est pour cela qu'on va le noter D-érythrulose. C'est un D- ici. Bon, ils ont juste oublié les parenthèses, mais c'est un D- érythrulose. Du coup, il va dériver la lumière monochromatique à gauche du plan. Du coup, alpha va être inférieur à 0. Juste ici, faites attention, lorsque vous allez les apprendre, le D- érythrulose, vous allez voir en fait que le ulose à la fin, il faut faire attention avec le D- érythrose. En fait, lorsque c'est la filiation des aldoses et lorsque la filiation des cétoses, il y a des noms qui se ressemblent, mais la terminaison, en fait, ça ne va pas être la même. Donc ici, il faut bien retenir que le dihydroxyacétone ne peut pas servir de chef de file,
car il n'a pas de carbone asymétrique. Donc, on va prendre le D- érythrulose. Et donc, forcément, les cétoses ont un carbone asymétrique en moins que les aldoses et pas l'inverse. C'est très important de le retenir. Alors ici, pareil, voilà, donc on voit bien ici d'où ça part. On voit bien que tout à l'heure, ici, ça partait du D+ glycéraldéhyde, donc c'est-à-dire à 3 carbones. Ici, on va le faire partir du D- érythrulose parce qu'on va le faire partir à partir du 4 carbone. Donc, en fait, on va commencer comme ça. Et on voit bien encore une fois 5 carbones. Là, tout à l'heure, on avait vu le ribose côté des aldoses. Encore une fois, je vous montre qu'ici, c'est le ribulose. C'est encore une fois à peu près le même nom, c'est juste la terminaison qui change. Par contre, ici, de l'affiliation des cétoses, si je me souviens bien, c'était le plus important, c'était le D- fructose. Mais encore une fois, je ne vous conseille pas du tout de faire l'impasse sur tout le reste. Il faut vraiment tous les connaître. Mais bon, comme je vous l'ai dit, connaître mieux le glucose, le mannose, le galactose et le fructose, c'est très important. Alors ici, le fructose, il fait partie de la constitution du saccharose et c'est d'ailleurs le plus connu de la famille des cétoses. Donc ici, pareil, on voit bien ici, en fait, on va pas vous détailler, vous savez, je vous ai dit que ça va de 3 à 7 carbone, on ne va pas vous détailler sur 7 carbone, on va rester jusqu'à 6 carbone et on voit que ça part du 4 et ça va jusqu'au 6 ici. Alors, ici, on va commencer à parler de la mutarotation. Alors déjà, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je n'ai pas été trop vite? Est-ce que vous voulez que je reprenne quelques points? Dites-moi juste si vous voulez. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, on va commencer à parler de la mutarotation. C'est quoi la mutarotation? C'est tout simplement l'évolution du pouvoir rotatoire des sucres en solution. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre, par exemple, le glucose ou même du fructose en solution, on va obtenir différentes choses. On va, lorsque ces molécules, en fait, tout simplement la mutarotation, c'est lorsque ces molécules vont prendre la forme d'un cycle. Et lorsqu'il y a la formation d'un cycle, il va y avoir une élimination d'une molécule d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de déshydratation, parce qu'il y a une molécule d'eau qui part. Donc forcément, pourquoi? Parce que vous le verrez ici, lorsque le C, le C va vouloir se relier, le C1 ici va vouloir se relier avec le C5 ici, il va avoir obligé quelques liaisons qui vont partir, un O et deux H qui vont partir, ça va faire de l'H2O, donc une molécule d'eau qui part. Alors maintenant, comment cette cyclisation va se faire? C'est très simple. Elle a lieu suite à une liaison covalente à l'intérieur de l'ose. Ici, en fait, si vous voulez, vous allez avoir, en fait, vous avez du glucose ici. Le glucose, lorsque le carbone 1 va se relier au carbone 5 et ça va donner un cycle à 6 sommets. C'est pour cela qu'on parle du déglucopyranose. Lorsque, par exemple, s'il se relie au carbone 1 au carbone 4, ça va donner du glucofuranose parce que ça va être un cycle à 5 sommets. Donc, lorsqu'il y a une liaison covalente à l'intérieur de l'ose, on a dit que ça formait un cycle. Et lorsque ça formait un cycle, il y avait une élimination d'une molécule d'eau. Donc, si cycle à 5 sommets, il y a une forme furanose. S'il y a un cycle à 6 sommets, forme pyranose. Il faudrait juste le rajouter ici. Je vais voir si je ne peux pas la noter là. Texte. Là. Voilà. Si c'est forme furanose, c'est une liaison entre le C1 et le C4. Alors que s'il y a une forme pyranose, il y a une liaison entre le C1 et le C5. C'est important aussi c'est important de le retenir. Bon, je ne vous l'ai pas mis parce que pour l'instant, ce n'est pas primordial. Pour l'instant, ce n'est pas primordial de retenir. Juste retenez bien 5 sommets furanose et 6 sommets pyranose. Par contre, maintenant, il va y avoir deux énantiomères tout à l'heure, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Alors, il va y avoir deux énantiomères qui vont pouvoir se faire. Donc, suite à cette cyclisation, il va y avoir à l'apparition d'un carbone anomérique, qui est à l'origine, en fait, de deux formes. Il va y avoir l'anomère alpha et l'anomère bêta. Alors, l'anomère alpha, c'est lorsque l'hydroxyle est au-dessus du plan, par exemple ici, et l'anomère. Alors, pardon, excusez-moi, là, je me suis trompé, c'est très grave ce que j'ai fait, mais excusez-moi, en fait, lorsque l'alpha, il est en dessous du plan, pardon, là, vraiment, je me suis trompé.
OK. Donc, lorsque le alpha il est en dessous du plan, pardon, il est là en fait. Lorsque le alpha est en dessous du plan, en fait, on va prendre le carbone, il va prendre le nom d'anomère alpha. Et lorsque le carbone anomérique, le OH est au-dessus du plan, il s'agit d'un anomère bêta. Et l'hydroxyde est donc au-dessus du plan pour l'anomère bêta. Je me suis trompé ici. Par contre, en fait, si vous voulez, on va parler, il y a pourquoi le bêta se fait dans 63% des cas et le alpha se fait que dans 37% des cas. C'est en fait pour cause de encombrement stérique. C'est quoi un encombrement stérique? C'est-à-dire qu'ici, en fait, si vous voulez, pour le bêta, vous voyez bien qu'il y a un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup en haut, un coup en bas. Alors que pour le alpha, ça va être un coup en haut et deux coups en bas. Ça veut dire que en bas, ça va être vraiment encombré. Et donc, les molécules ne vont pas préférer cette façon-là de s'ordonner. Ils vont préférer plutôt l'anomère bêta, c'est-à-dire que lorsque le OH est au-dessus du plan, pas comme il y a marqué ici du coup, mais lorsque le OH est au-dessus du plan, donc c'est-à-dire dans 63% des cas, le OH est au-dessus, mais l'alpha a donc bien lieu. Donc si dans un QCM on vous dit l'anomère alpha n'a jamais lieu à cause de l'encombrement stérique, c'est faux parce qu'il a lieu quand même dans 37% des cas. Ce n'est pas par contre le majoritaire. La majorité, ça se prend surtout sur l'anomère bêta. Alors ici, donc j'ai dit, ouais, bien sûr, c'est fait toujours avec une élimination d'une molécule d'eau. Ouais, ici, c'est attention, donc le cycle 5 sommets, c'est furanose, donc liaison entre le 1 et le 4. On vous le montre ici. Donc forcément, si on vous montre une forme comme ça, donc à 1, 2, 3, 4, 5 sommets, liaison entre le 1 et le 4. Et lorsque par contre, on vous montre un cycle comme ça, étant donné qu'il y a 6 sommets, il y a une liaison entre le carbone 1 et le carbone 5. Donc forcément, c'est un cycle pyranose. Et anomère alpha au-dessous du plan, anomère bêta au-dessus du plan. C'est super important, je me suis juste trompé ici, je le corrigerai tout à l'heure. Alors maintenant, pardon, juste. Alors maintenant, voilà, et notamment des dérivés des oses. C'est quoi les dérivés d'ose? Ce sont en fait tout simplement, lorsque j'ai dit tout à l'heure, on avait dit ici, je l'avais dit au début du cours, que je ne peux plus revenir en arrière. Ah, c'est bon. Les glucides étaient en fait composés de plusieurs carbones qui pouvaient porter des fonctions alcool primaires. En fait, c'est la fonction alcool primaire, elle est là, ou encore des fonctions alcool secondaires qui sont ici. Des fonctions aldéhydes ou cétoniques, comme je vous l'ai montré plusieurs fois, avec la filiation des aldoses ainsi que la filiation des cétoses. Mais parfois d'une fonction acidifiée ou d'une fonction aminée, comme je vous l'ai dit, ici, elle n'est pas présente sur le schéma. Alors, en fait, si vous voulez, lorsque une fonction hydroxyle va être remplacée par une fonction acide, ou lorsqu'une fonction hydroxyle va être remplacée par une fonction amine, ils vont prendre différents noms. On va les voir de suite. Donc voilà, parfois certaines fonctions alcool peuvent être substituées par des fonctions amines ou des fonctions acides. On va parler des dérivés aminés et des dérivés acides. Donc on va d'abord commencer par les dérivés aminés. Regardez, en fait, on retrouve le glucosamine ou encore le galactosamine. Ici, en fait, je vous ai mis juste des schémas du glucosamine. Je vous ai encore remis, bon là, vous avez compris, en fait, ici, que c'est l'anomère alpha, parce que ici, déjà, il y a 37% de chances qu'il se fasse. Donc ça, c'est le glucose normal. En cyclisation, surtout en cycle pyranose, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sommets. Lorsque vous avez 6 sommets, on est en cycle pyranose. Et lorsque le groupement hydroxyle est en dessous du plan, on a un anomère alpha. Donc c'est pour ça qu'on a encore ici, encore une fois, 37% de chances qu'il se déroule. Donc en fait, si vous voulez, ici, le OH, lui, il a été remplacé par un groupement NH2. Et lorsqu'il a été remplacé par un groupement NH2, il ne prend plus le nom de glucose, mais le nom de glucosamine, parce que le OH en position 2, ici, parce qu'il y a le 1, 2, le OH en position 2 qui se retrouve là, a été remplacé par un NH2. Cependant, faire attention, on peut retrouver le NH2 comme ça, on peut avoir de glucosamine, mais par exemple, si je peux mettre un groupement acétyl ici, si je mets un groupement acétyl, il ne va pas prendre le nom de glucosamine, voilà, comme je l'ai dit ici. De plus, ce NH2 peut être acétylé, et peut donc avoir le nom de N-acétylglucosamine, parce qu'on va envoyer un groupement, on va enlever un H ici, on va ajouter un groupement acétyl, ou encore si c'est du galactose, bon, c'est un cycle différent, le galactose,
Mais si c'est du galactose, j'enlève un H et je rajoute un groupement acétyl, ça me fera du N-acétyl-galactosamine. Il va falloir faire attention, en fait. Pareil à ces sigles, il va falloir les apprendre parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être j'ai mis du… Voilà, en fait, si vous voulez, ici, vous avez du galactose. Non. Ici, vous avez du galactose. Le galactose, il est là et le glucose, il est là. Vous remarquez, en fait, ici, si vous voulez que le glucose, enfin le galactose, il a la barre vers le haut, alors que le glucose, il a la barre vers le bas. C'est important de connaître aussi ces formes. Donc ici, vous remarquez bien qu'il s'agit bien du glucose. Je ne vous ai pas mis le schéma du galactose. Vous avez un peu compris l'idée, c'est toujours pareil. Alors maintenant, on a parlé des dérivés aminés, mais il peut y avoir également des dérivés acides. Alors, parmi les dérivés acides, on va retrouver, tout à l'heure, je l'ai dit, l'acide glucuronique. C'est pareil que comment on appelle ça? C'est pareil que le glucosamine. On a enlevé un groupement OH pour en rajouter un NH2. Ben là, à la place de rajouter du NH2, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un groupement carboxyle. Le carboxyle, ça fait pas, c'est la fonction qui est utilisée pour les acides carboxyliques. C'est utilisé notamment pour les acides carboxyliques. Donc, si je mets du COOH à la place du NH2, je vais avoir tout simplement un groupement acide dans ma formule topologique ou même dans mon cycle ici pyranose. Voilà, donc cependant, comme j'ai dit, il existe aussi des dérivés acides, comme par exemple l'acide glucuronique. C'est tout simplement un acide qui est dérivé du glucose. Le OH en position 6, il a été substitué par une fonction acide carboxylique. Alors, tout à l'heure, je ne pense pas que c'est quelque chose qui importe. Mais bon, ici, tout à l'heure, c'était en position 2 qu'on a substitué. Et là, c'est en position 6. Vous voyez que les placements sont différents. Donc, il a été substitué par une fonction acide carboxylique. Donc, en fait, il faut savoir que le groupement carboxyle, donc le groupement des acides carboxyliques, est plus hydrosoluble que les groupements OH. Tout à l'heure, on a dit que les glucides c'était des molécules très hydrophiles du fait de leurs nombreux groupements OH. Mais en plus, s'ils ont tous ces groupements OH-là et on leur ajoute ce groupement carboxyle, ils vont devenir encore beaucoup plus hydrophiles et donc beaucoup plus hydrosolubles. Donc, en fait, si vous voulez, ce mécanisme-là d'accrocher un acide, donc un groupement COH carboxyle, donc d'accrocher un acide, par exemple, au glucose, donc on va obtenir tout à l'heure, comme je l'ai dit, de l'acide glucuronique, et il est utilisé notamment par l'organisme pour éliminer tout ce qui est médicaments. Parce qu'il faut savoir que les médicaments sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils préfèrent le gras, ils n'aiment pas l'eau. Sauf que la plupart des médicaments sont quand même excrétés par les urines. Bon, ça, vous le verrez plus tard, mais c'est juste pour votre information. En fait, ils sont excrétés par les urines, et les urines, c'est quelque chose d'hydrophile. Et donc, le problème, c'est que pour excréter une molécule qui est lipophile, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau, parmi quelque chose d'hydrophile, c'est quelque chose qui est qui est limite impossible parce que ça demande une énergie qui est extraordinaire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire à la place d'envoyer une molécule qui est lipophile? On va lui rajouter son groupement COOH et c'est d'ailleurs l'organisme qui utilise ce mécanisme-là pour pouvoir excréter le médicament par les urines. Et bon, je ne l'ai pas noté ici, mais ce mécanisme est surtout fait dans le foie. Donc, c'est-à-dire que dans le foie, il y a un phénomène de glucuronoconjugaison, c'est-à-dire qu'on va rajouter ce petit groupement COH pour le rendre plus hydrophile. Et c'est dans le foie, en fait, que ce changement se fait. Alors voilà, donc normalement, j'espère que c'est bon pour vous tous. Dites-moi si c'est pas bon. Normalement, je pense que c'est bon. Ok, donc c'est bon. Donc là, on vient de voir tout ce qui est ose. Donc on a vu tout ce qui est la filiation des aldoses, la filiation des exoses, la filiation des aldoses, la filiation des cétoses, pardon. Et on a vu aussi la mutarotation lorsqu'on forme un cycle avec une élimination d'une molécule d'eau. On a vu les dérivés d'ose, à la fois lorsqu'on remplaçait par un groupement amine qui pouvait être acétylé, donc glucosamine, ou lorsque je l'acétyle, N-acétylglucosamine, ou encore lorsque je prends je prends le glucose et je le remplace par un groupement COH, du coup par un dérivé d'acide. Donc, on va obtenir un acide glucuronique, du coup, tout ce qui est dérivé du glucose, mais de la fonction des acides. Donc, on a vu tout ça. On a parlé bien des oses. Je rappelle aussi que ce sont des molécules qui sont non hydrolysables, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas les couper.
Là, si je les coupe ici, on change la forme. On perd surtout aussi le caractère de la lumière monochromatique et on perd tout ce qui est caractéristique chimique. Maintenant, on va parler des disaccharides. Alors, les disaccharides, ça fait partie des osides. Donc, je répète encore une fois, les osides sont des molécules hydrolysables qui sont composées de plusieurs molécules élémentaires. Donc, en fait, un oside, c'est composé de plusieurs oses. Donc là, on va parler principalement des disaccharides. On va revenir plus en profondeur sur le lactose. Le lactose, en fait, c'est formé d'une molécule de galactose. On voit bien ici qu'il s'agit que le cycle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la barre est en haut, alors que pour le glucose, la barre est en bas. Donc, le galactose, c'est formé d'une molécule le lactose, c'est formé d'une molécule de galactose et d'une molécule de glucose. Donc, c'est formé de deux molécules. C'est pour ça qu'on va parler de disaccharides. Et lorsqu'il y a deux molécules de glucides, on va parler de osides. Donc, dans ce cas-là, étant donné qu'il y en a deux, on va parler de disaccharides. Alors voilà, donc les osides sont des molécules qui donnent par hydrolyse deux ou plusieurs molécules d'ose, donc molécules hydrolysables, contrairement aux oses qui, eux, ne le sont pas. Deux, donc là, étant donné qu'on va parler de disaccharides, donc il n'y a bien que deux seules molécules, alors que plusieurs molécules, s'il y en avait trois, on va parler de trisaccharides, etc. Les oses qui sont dans les disaccharides peuvent être soit identiques. Alors, lorsqu'ils sont identiques, on va parler de holosides. Si par exemple, je crois que c'est dans le maltose. Dans le maltose, on va avoir notamment deux. Ben, il est là, je crois que je l'ai mis là. Voilà, le maltose ici, on a deux molécules de glucose. Deux molécules de glucose, il s'agit ici d'un holoside parce qu'on a deux molécules de glucose. Contrairement au lactose, donc étant donné qu'on a deux oses différents, là ici on a une molécule de galactose et ici on a une molécule de glucose. Étant donné qu'il y en a deux molécules différentes, on va parler de hétérosides. Bon, ces osides-là on retrouve surtout dans l'alimentation humaine et dans la nature. Par exemple, le lactose, vous connaissez c'est quoi, on le retrouve surtout dans le lait. C'est pour ça qu'on parle d'alimentation humaine. Et les disaccharides, surtout, ils résultent de la combinaison de deux monosaccharides au cours d'une réaction de synthèse. C'est-à-dire dans le corps, il peut se dérouler des réactions de synthèse. Le corps va prendre deux glucides, ils vont les assimiler entre eux pour fabriquer du glucose, du saccharose, du maltose, etc. Il y a énormément de combinaisons possibles qu'on peut faire avec les glucides, pardon, excusez-moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a vraiment beaucoup ils ont beaucoup de rôles, les glucides. Et d'ailleurs, d'être présents dans le corps pour jouer de multiples fonctions sont un des primordiaux. Alors, le saccharose, le saccharose ici, juste, je voudrais vous le dire ici, le saccharose, il est présent à l'état naturel dans la betterave et dans la canne à sucre. Bon, ça, je ne pense pas qu'on fera un piège sur ça. Et il y a des hydrolyses donc comme je vous l'ai dit, ce sont des osides, du coup, ils peuvent être hydrolysés, pardon. Ils peuvent être hydrolysés de manière enzymatique, c'est-à-dire dans le corps, ou de manière chimique, c'est-à-dire au laboratoire. Alors, ici, on a parlé tout à l'heure d'une mutarotation, donc c'est-à-dire lorsque la molécule de glucides, tout dépend laquelle, glucose, fructose, galactose, se faisait en cycle. Là, en fait, c'est pareil, la liaison glycosidique, c'est lorsque, par exemple, on va vouloir relier deux cycles pour former un oside. Alors, on a vu ici, on a une molécule pour le lactose, de galactose, molécule de glucose. Comment elle va être reliée, ces deux molécules-là, pour former un disaccharide par une liaison glycosidique ou osidique? C'est la même chose. Mais pourquoi j'ai parlé de cycle? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le cycle se faisait avec avec la perte d'une molécule d'eau. C'est exactement pareil pour la liaison glycosidique. C'est exactement pareil pour la liaison glycosidique. La liaison glycosidique se fait également par la perte d'une molécule d'eau. Alors, bien sûr, c'est pareil, c'est aussi une liaison covalente. Donc, il s'agit d'une liaison forte. Je ne sais pas si vous avez fait électronégativité. Dans l'électronégativité, vous verrez les différents types de liaisons. Vous avez les liaisons ioniques, les liaisons covalentes. Après, vous avez d'autres liaisons métalliques. Il y a d'autres types de liaisons, mais la liaison covalente fait partie des liaisons les plus fortes. Et donc, il faut faire très attention. C'est un piège, ça, qu'ils mettent en anal et même en QCM, objectif passe, tout ça. C'est un grand piège. Elle est stable en milieu alcalin, c'est-à-dire qu'elle est stable en milieu basique. Donc, c'est-à-dire que si on la met dans un milieu acide, elle va être clivée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle peut être clivée par une hydrolyse acide ou enzymatique. Donc, lorsqu'elles sont dans un milieu alcalin, dans un milieu basique, notre liaison va être stable, mais lorsqu'elle est dans un milieu acide,
elle va se casser. Et donc, forcément, on n'aura plus que 2 os séparés. Donc, on tournera au stade de monosaccharide et plus de disacharide. Donc, bien sûr, elle se fait entre l'hydroxyle réducteur du premier ose, donc lui, et la fonction OH du second ose, entre le premier et le quatrième carbone, donc le premier carbone du premier ose et le quatrième carbone du second ose. Elle se fait bien sûr avec la perte d'une molécule d'eau. En fonction de la position hydroxyle en C4, on va avoir des anomères bêta ou alpha. Étant donné ici qu'il est en dessous du plan, on va parler d'un anomère alpha et au-dessus du plan, on va parler d'un anomère bêta. Donc ici, il s'agit bien sûr d'un anomère alpha parce qu'en fonction de l'hydroxyle qui est situé en position 4, l'hydroxyle en position 4 est situé en dessous du plan. Donc étant donné qu'il est situé en dessous du plan, on parle d'anomère alpha. Et faites attention, je me suis confondu tout à l'heure quand j'ai parlé de ça ici. J'ai parlé de là tout à l'heure. Ici, donc voilà, alpha, c'est bien en dessous et bêta, c'est bien au-dessus. Je le corrigerai tout à l'heure. Alors, voilà, le lactose, c'est le principal dioloside, qu'on va s'attarder dans le cours. Alors, les années précédentes, j'y parlais d'autres. On parlait du maltose, on parlait du saccharose et on parlait du lactose. Mais notre ami, il a tout enlevé, il a juste mis le lactose. Bon, ben, je pense que c'est mieux. Mais donc là, qu'est-ce que c'est? C'est l'oside principal du lait chez les mammifères. Il est peu sucré. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais ce n'est pas parce qu'un glucide, donc dont je vous ai dit, c'est une saveur sucrée, ce n'est pas parce que c'est un sucre que forcément, il a un goût sucré. Il faut faire très attention à ça. Je crois que c'est un piège également. C'est un sucre, certes, mais ce n'est pas forcément un goût sucré. Donc, il est peu sucré, le lactose. Donc, c'est l'oside principal qu'on retrouve chez les mammifères. Et c'est un dioloside réducteur. Il s'agit en fait ici de l'union du D-glucose, du D-galactose, pardon, ici, et du D-glucose en position ici. Donc, ils sont reliés par une liaison bêta 1,4. Et qu'est-ce qui peut être clivé? Qu'est-ce qui peut cliver cette liaison-là? On a dit tout à l'heure que la liaison glycosidase, elle était stable en milieu alcalin. Donc, forcément, donc là, si elle est stable en milieu alcalin, le lactose, il va se retrouver de cette façon-là. Mais si je fais une hydrolyse acide ou une hydrolyse enzymatique à l'aide de la lactase, bon, c'est important de l'apprendre aussi son deuxième nom, c'est la bêta 1,4 galactosidase. Donc, si je mets la bêta 1,4 galactosidase, je vais faire une hydrolyse acide ou une hydrolyse enzymatique, ça va cliver cette liaison-là et on va obtenir 2 os différents et on va obtenir des monosaccharides. Donc, c'est important de retenir que le lactose, c'est l'union du D-galactose et du D-glucose en bêta 1,4. C'est très important de le retenir. Surtout la liaison bêta 1,4. Qu'est-ce qui peut la cliver lors d'une hydrolyse enzymatique ou d'une hydrolyse acide? Parce que c'est une liaison glycosidique, elle est stable en milieu alcalin. Je me répète, je sais, mais c'est juste pour bien que vous l'ancrez. Mais elle est stable en milieu alcalin, c'est bien sûr la lactase. Et la lactase, c'est ce qu'on appelle la bêta 1,4 galactosidase. Elle va cliver cette liaison-là, on obtiendra 2 os différents. Donc ici, on a un oside disaccharidique. Et si je clive, ça fait 2 os, galactose et glucose. Donc, comment vous pouvez le retenir ici? Vous savez que la liaison ici, c'est la bêta 1,4. Vous savez que le premier ose, c'est le galactose. Donc, vous mettez bêta 1 galactosidase. C'est comme ça que je le retenais parce que cette formule-là, cette formule du lactose, je la connaissais. Donc, c'était important. Mais ça aussi, il va falloir le connaître. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de noms bizarres à connaître, beaucoup de formules bizarres à connaître. Mais bon, moi, je sais ce que je faisais. Je me chauffais. C'est tous les matins, des trucs comme ça. Que je les reprenais tout le temps pour pouvoir être bien calé dessus. Et au moins, à chaque fois, j'étais calé dessus parce que je sais qu'en QCM et en anal, j'ai déjà vu tomber 2 fois, je crois. Et en QCM, ça tombait souvent ce genre de piège. Donc, c'est très important. Alors, il y a également des intolérances au lactose. C'est quoi les intolérances au lactose? Il y a certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils boivent du lait, ils sont malades. Il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on est intolérant au lactose qu'on est allergique aux protéines du lait. C'est différent. Une allergie, c'est quoi? C'est lié au système immunitaire. C'est-à-dire que notre système immunitaire ne produit pas assez d'anticorps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne produit pas assez, ou justement, il produit des anticorps contre les allergènes, donc du coup, c'est-à-dire contre des antigènes.
des antigènes qui sont présents dans le lait. Si notre corps présente si notre corps présente des anticorps contre les antigènes qui sont présents dans le lait, on va être allergique au lait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être allergique aux protéines du lait. Mais lorsqu'on est intolérant au lactose, c'est tout simplement, en fait, si vous voulez, dans notre gros intestin, je ne sais pas si vous avez commencé un peu l'anatomie, mais bon, vous verrez que vous avez différents segments. Notamment, vous avez le petit intestin avec l'intestin grêle et vous avez le gros intestin. Où c'est qu'on digère? Ça se fait surtout dans le gros intestin. Et dans le gros intestin, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas tout ça. Comment on digère? À l'aide de bactéries. En fait, ce sont des bactéries qui sont très importantes, notamment il y a des champignons aussi. Bon, bref, pas des champignons qu'on mange, mais vous avez compris. C'est tout ce qui est des petites substances qui permettent de digérer et en fait, de faire passer tout ce qui est nutriments à travers ce gros intestin-là et de l'emmener dans le sang et de l'apporter aux cellules et aux organes qui en ont besoin. Donc, si vous voulez, dans notre gros intestin, on a tout ce qui est bactéries. Et être intolérant au lactose, en fait, c'est lorsqu'on ne produit pas assez de bactéries. Si vous voulez, l'intolérance au lactose, ce n'est pas une allergie. Il s'agit juste d'une production insuffisante de bactéries qui permettent de le digérer. Donc, en fait, le problème, c'est lorsque le lactose ne va pas être digéré, il va être transformé, va fermenter par de l'acide lactique. L'acide lactique, ça va former des gaz, de la diarrhée, des ballonnements, etc. Donc, tout simplement, ça vous rend malade. Donc, il faut faire attention aussi. L'intolérance au lactose, ce n'est pas une allergie. J'insiste dessus parce que ça tombe énormément, ça aussi, aux annales. Je l'ai déjà vu tomber 2-3 fois. Donc, c'est important. L'intolérance au lactose, c'est juste une production insuffisante de bactéries. Alors, ici, on a parlé des gyolosides. OK ? On a parlé des gyolosides. Donc, c'est quoi un gyoloside? C'est tout simplement 2 molécules d'ose qui s'étaient reliées entre elles par une liaison glycosidique. La liaison glycosidique a été stable en milieu alcalin. Elle faisait par la perte d'une molécule d'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? On a parlé donc du coup des disaccharides. Maintenant, on va parler des polysaccharides. Alors, en fait, c'est quoi un polysaccharide? Disaccharide, il y avait 2 unités il y avait 2 unités d'ose. Et là, en fait, les polysaccharides, ils vont être constitués de 10 plus ou moins unités d'ose pour pouvoir atteindre une centaine ou même des milliers. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va parler de polysaccharides. En fait, si vous voulez, de 2 à 10, on va rester dans le terme d'oside, donc disaccharides, trisaccharides, etc. jusqu'à 10. Et lorsqu'on va passer à 10, on va changer, on ne va plus parler de osides, mais on va parler de disaccharides. Ça reste des polysaccharides, pardon. Ça reste des osides, ça reste des oses, mais juste qu'ils prennent un nom différent. Alors ici, on va parler de un qui est très important. C'est le plus important ici qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails avec tout le reste, parce qu'il y en a énormément. Mais le plus important ici, que vous verrez tout au long de l'année, c'est le glycogène. Alors, si vous voulez, c'est quoi le glycogène? C'est un polymère de glucose. C'est-à-dire que vous avez du glucose, vous allez manger quelque chose de sucré, votre corps, en fait, si vous voulez, il a besoin d'une glycémie constante. C'est-à-dire que lorsque vous avez, normalement la glycémie, elle est comprise entre 0,8 et 1 et quelques. Normalement, tout le monde, on est à peu près à 1. Et lorsque votre glycémie est de 1, elle ne peut pas retomber à 0. Si on retombe à 0, on meurt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va manger du sucre, notre foie, il va stocker ces molécules de glucose-là, il va les assembler en polymères, donc du coup, ça va revenir du polysaccharide, il va les assembler dans le foie, à l'intérieur d'un organite qui s'appelle le glycosome. Un organite, c'est un petit, comment on appelle ça? Un petit appareil qui est présent dans une cellule pour pouvoir justement assembler toutes ces molécules de glucose-là pour pouvoir former du glycogène. Et lorsque, par exemple, vous allez faire un jeûne ou lorsque vous n'allez pas manger pendant plusieurs heures, votre glycémie est censée diminuer. Et en fait, cette glycémie-là, lorsqu'elle diminue, ça envoie un signal à votre corps et à votre foie. Ça dit, c'est en train de descendre, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir remonter cette glycémie-là. Et pour pouvoir la remonter, qu'est-ce qui va se passer? Le glycogène, en fait, va être hydrolysé. Donc, pardon, ici, je vous montre. En fait, ça, c'est une formule du glycogène. Vous voyez, c'est du glucose relié encore à du glucose. Il va être coupé pour pouvoir, en fait, si vous voulez, libérer toutes ces molécules de glucose-là et faire réaugmenter votre glycémie. En fait, la glycémie, c'est le nombre de sucre, enfin, c'est la concentration de sucre dans le sang. Donc, en fait, je vais me répéter là. C'est quoi? Il s'agit d'un polymère de glucose, plusieurs milliers, chez l'homme. C'est une forme, en fait, de réserve d'énergie chez les animaux et chez l'homme.
il est stocké à l'intérieur des organites, qui est situé dans les hépatocytes. Les hépatocytes, en fait, sont quoi? Ce sont des cellules du foie. C'est tout, il n'y a pas de problème. Un hépatocyte, c'est une cellule du foie. Et dans les muscles, donc l'organisme s'appelle le glycosome. Alors, faire attention, le glycogène est beaucoup plus stocké à l'intérieur des muscles qu'à l'intérieur du foie. Parce qu'il y a quand même 10% du glycogène, ce qui est énorme quand même, mais qui est 10% du glycogène qui est stocké dans le foie, mais 50% du glycogène qui est stocké dans les muscles. Pourquoi c'est plus stocké dans les muscles? Parce que vos muscles sont plus souvent dus à faire des efforts. Tout simplement, par exemple, lorsque vous avez le muscle de la cuisse, lorsque vous allez marcher, il va faire énormément d'efforts. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'énormément de sucre et d'énormément de nutriments. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus stockés dans les muscles que dans le foie. Donc, il y a 50% pour les muscles, 10% pour le foie. Donc, comme je l'ai dit, c'est un représentant majeur pour le contrôle de la glycémie qui est régulé par des hormones comme l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, et le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Alors, l'insuline, en fait, si vous voulez, je crois, l'insuline, c'est lorsque vous avez trop de sucre dans le sang, vous allez vous injecter de l'insuline. Je ne sais pas si vous connaissez des diabétiques ou quoi. Il y a certains diabétiques, en fait, si vous voulez, c'est une production insuffisante de l'insuline. Et en fait, le fait qu'ils ont une production trop importante de sucre dans le sang, ils ont une production trop importante, du coup, ça fait augmenter leur glycémie, et c'est vraiment pas bon pour le corps. Du coup, ils s'injectent de l'insuline. C'est quoi l'insuline? C'est une hormone qui va permettre en fait de prendre toutes ces molécules de glucose, de les assembler en glycogène, de les mettre dans le muscle et dans le foie. Alors que le glucagon, lui, c'est quoi? C'est une hormone qui va permettre en fait de dissocier toutes ces molécules de glucose et d'enlever en fait ces molécules de glycogène et tout simplement de remettre des molécules de glucose. Donc, c'est pour ça que le glycogène est super important. Alors, bien sûr, vous le verrez plus tard, mais l'insuline, elle agit lorsqu'il y a une augmentation de glycémie et le glucagon, il agit lorsqu'il y a une diminution de glycémie. Dites-moi si c'est bon. Non, c'est bon, je continue. OK. Donc, normalement, là, on a la structure du glycogène. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, si vous voulez, c'est une structure identique que l'aminopectine avec des différences. L'aminopectine, c'est un autre polysaccharide que vous verrez plus tard dans l'année, ce n'est pas important. Avec des différences. Alors, en fait, là, si vous voulez, en fait, on a plusieurs molécules de glucose qui sont reliées entre elles par des liaisons alpha-1,4. Donc, on voit bien que les deux liaisons sont en dessous du plan. On voit bien, donc, du coup, forcément, que c'est des liaisons alpha-1,4. Parce que les deux sont en dessous du plan. Du coup, on parle bien d'alpha. Et pourquoi 1,4? Parce qu'il est relié entre le OH numéro 1 et le OH numéro 4. C'est pour ça qu'on parle de alpha 1,4. Donc là, il y a des alpha 1,4, mais tous les 10 résidus, même tous les 3 au centre de la molécule, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des molécules de glucose qui vont se rajouter. En fait, si vous voulez, le glycogène, c'est une molécule ramifiée. Donc, tous les 10 résidus, à peu près, il y a des ramifications qui vont se faire. Mais attention, ces ramifications, elles se font en alpha 1,6 et pas en alpha 1,4. En fait, si vous voulez, sur la chaîne principale, les molécules de glucose vont être reliées par des liaisons alpha 1,4. Je vous le remontre ici, c'est des liaisons alpha 1,4 sur la chaîne principale. Mais lorsque une ramification va se faire, il va y avoir une ramification. La ramification va se faire à l'aide d'une liaison alpha 1,6. C'est juste comme ça. Et après, à partir de la ramification-là, vous voyez encore une fois que tout ce qui va être à partir de la chaîne ramifiée va se faire à partir des liaisons alpha 1,4. Ça ne change pas. Juste la liaison qui permet la ramification, c'est une liaison alpha 1,6. Je sais qu'il y a beaucoup de alpha, bêta, trucs bizarres, mais juste en le revoyant plusieurs fois, ça va rentrer, vous inquiétez vraiment pas. Donc là, on a on vous montre ici un glucose initial et relié par des liaisons alpha 1,4. Parce que c'est encore une liaison, ils sont reliés les uns aux autres, pardon. Lorsque vous avez une ramification, il y a une liaison alpha 1,6 qui se fait et à partir de cette liaison alpha 1,6, il va y avoir également des molécules de glucose qui vont être reliées entre elles, encore une fois, par des liaisons alpha 1,4. Je sais que c'est un peu complexe, mais regardez bien le schéma, vous allez le comprendre. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Vous êtes encore en juin. Ce cours, il se fait fin septembre, début octobre.
Si vous le revoyez jusqu'à fin septembre, début octobre, ne vous inquiétez pas, tout ça, vous allez le connaître. Et surtout, vous allez être bien clair dans votre tête. Alors voilà, les chaînes ramifiées sont plus courtes que la chaîne principale et c'est une structure plus compacte, buissonnante. En fait, si vous voulez, le fait que, en fait, c'est ça le glycogène. Hein. Ça, ils vont grossir, mais c'est ça le glycogène. Lorsque vous avez une structure plus compacte, plus buissonnante, lorsque vous allez avoir, par exemple, du glucagon qui vont permettre, qui est une hormone qui va permettre d'hydrolyser toutes ces molécules de glycogène-là, ça va permettre en fait de fournir des molécules de glucose de manière plus importante. Les molécules de glucose vont être fournies beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, si on a par exemple quelque chose qui n'est pas trop buissonnant, ça va être long pour pouvoir avoir des molécules de glucose. C'est pour ça que le glycogène est une structure plus compacte, ramifiée. Au moins, on fournit plus rapidement des molécules de glucose, qui est très importante. Alors, maintenant, on a parlé de tout ce qui était polysaccharides. Les polysaccharides, notamment pour le glycogène, on a dit que c'était des holosides. Pourquoi holosides, encore une fois, je ne sais pas si vous en rappelez, mais je l'ai dit au début du cours, c'était en fait tout simplement lorsque ce sont deux molécules d'ose, enfin deux ou plusieurs molécules d'ose qui sont les mêmes. En fait, là, on a vu, par exemple, le glycogène, ce sont un holoside. Là, c'est un hétéroside, par exemple, pour le lactose, parce qu'on a galactose, glucose. Et là, maltose, par exemple, c'est un holoside. Alors, ici, on va parler des glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes, ce sont des hétéropolysaccharides. Alors, en gros, ils vont pouvoir être… en gros, c'est quoi un glycosaminoglycane? C'est tout simplement des polyosides, donc c'est-à-dire plusieurs osides. Donc, tout simplement, donc un oside, on avait dit que c'est la composition de 2 oses au minimum. Donc, plusieurs osides hétérogènes qui résulte de la condensation d'osamine, alors substituée par une fonction amine, comme je l'ai montré tout à l'heure ici pour les dérivés d'ose. Ici, par exemple, c'est un osamine. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé l'hydroxyle ici par une fonction NH2. Étant donné qu'on a remplacé cette fonction-là, on parle d'osamine. Et pourquoi on parle de glucosamine? Parce qu'on sait c'est quoi cette molécule-là. C'est du glucose, donc on parle de glucosamine. Et donc, pour le glycosaminoglycane, on parle d'osamine parce qu'on ne sait pas. On peut avoir plusieurs molécules de glucides qui vont être substituées par des molécules par des molécules d'amine, pardon. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'osamine, on n'utilise pas le mot glucosamine. Par contre, on utilise le mot acide glucuronique. C'est quoi? C'est pareil, en fait, c'est à la place que ce soit remplacé par une molécule, par un groupement amine, ça va être remplacé par le groupement COOH. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en position 6, on a enlevé le groupement OH pour rajouter ce groupement COOH. Alors, par exemple, ici, parmi ces glycosaminoglycanes-là, donc les glycosaminoglycanes sont bien sûr des polyosides hétérogènes. J'insiste bien sur le mot hétérogène parce que c'est important. Ce sont bien sûr des hétérogènes. Vous le verrez dans tous les cas d'Objective Pass, Medibox, tout ça, même les QCM, les tuteurs. Le mot hétérogène, tous ces mots-là, c'est des petits mots. C'est toujours des petits mots qui sont sujets à des pièges tout le temps. Donc là, par exemple, hétérogène, retenez-le bien. On peut le remplacer par homogène. Si les glycosaminoglycanes sont des polyosides homogènes, c'est faux. Ce sont bien sûr des polyosides hétérogènes qui résultent de la condensation d'osamine et d'acide glycuronique. Il faut faire très attention. Cependant, on a les glycosaminoglycanes. Ils sont présents dans tous les tissus. Ils sont linéaires. C'est-à-dire qu'ici, on a dit que le glycogène pouvait être ramifié. Donc, étant donné qu'ils sont ramifiés, on ne peut pas parler de glycosaminoglycanes. Pourquoi? Parce que les glycosaminoglycanes, ils sont linéaires. Donc, ce sont des longues chaînes non ramifiées. Donc, il faut faire attention. Si à un moment donné, on vous dit le glycogène est un glycosaminoglycane, vous pouvez vous dire, bah oui, ils sont composés de plusieurs oses, il est composé de plusieurs molécules de glucose. Alors oui, c'est un glycosaminoglycane. En fait, c'est faux parce que tout simplement, on nous le dit ici que le glycogène, c'est une chaîne ramifiée, alors que les glycosaminoglycanes sont linéaires. Il faut faire attention à ces deux notions-là. C'est des notions que vous retiendrez facilement, mais les GAG, en fait, sont linéaires, alors que le glycogène est ramifié, et ils sont présents dans tous les tissus. C'est important aussi, tous les mots tout, les mots jamais, les mots uniquement, tout ça, c'est aussi des fautes. Mais là, vraiment, c'est dans tous les tissus qu'il y a des glycosaminoglycanes. Et parmi ceux-là,
on retrouve celui, bien sûr, le plus connu, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on retrouve des solutions d'acide hyaluronique dans le commerce, ou même, surtout, l'acide hyaluronique est présent dans le corps en importante quantité. Et ils ont souvent un rôle structural au niveau des tissus de soutien. Encore une fois, on parle des tissus. On remarque bien que les glycosaminoglycanes sont présents dans tous les tissus. C'est important, et c'est important de bien le retenir. Alors, de façon générale, ils sont constitués d'un hexose, donc c'est-à-dire d'un ose à 6 carbones. Donc là, par exemple, un osamine, dans ce cas-là, ça peut être dans ce cas-là, ça peut être un glucose. Par exemple, le glucose est composé de 6 carbones. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un hexose et d'un hexoamine. Non, pardon, un hexose, c'est l'acide hexuronique. Donc là, par exemple, ici, ce serait l'acide glucuronique, parce qu'en plus, on le voit ici, tout simplement que c'est un COOH, c'est important de le regarder. Le COOH, étant donné qu'un COOH, on parle d'acide glucuronique, et l'acide glucuronique, c'est quoi? C'est une molécule de glucose qu'on a substituée par un groupement COH, et là, d'une molécule d'hexoamine. Donc, pareil, une molécule de glucide à 6 carbones qu'on a remplacé un groupement OH par un groupement NH2. Donc, pardon, les deux sont reliés entre eux par une liaison bêta-1,3. C'est important. Les glycosaminoglycanes, en fait, ils sont reliés entre elles par des liaisons bêta-1,3. En fait, si vous voulez, comment ça va se passer? Pour les glycosaminoglycanes, vous allez avoir une unité disaccharidique. Donc, c'est-à-dire 2 sucres. Un ose et le deuxième ose. Un ose, ça va être l'acide hexuronique, donc c'est-à-dire une molécule de glucide qui a été substituée par un groupement COH, et un autre, un hexoamine, donc une molécule de glucide qui a été substituée par un groupement NH2. C'est bon? Donc maintenant, ça, c'est l'unité de base disaccharidique. Cette unité-là, on a dit que c'était important que les deux molécules d'os soient reliées par une liaison. On l'a appelée la liaison glycosidique. Je rappelle qu'elle se fait avec la perte d'une molécule d'eau. Et cette liaison-là, dans ce cas-là, pour les glycosaminoglycanes, elle est reliée, pour l'unité disaccharidique, c'est important, par une liaison bêta-1,3. On remarque ici la différence entre la bêta-1,3, elle est en haut, alors que pour le glycogène, tout à l'heure, c'était l'alpha-1,4, elle est en bas. On le remarque ici. Donc, faites attention, ici, c'est la bêta-1,3 pour l'unité disaccharidique. J'insiste dessus parce que le problème, c'est lorsque ils vont se répéter plusieurs fois, cette unité-là, pour pouvoir faire des glycosaminoglycanes, donc faire des longues chaînes. Ils vont se répéter n fois pour pouvoir constituer ces gags. Et ces unités-là disaccharidiques, ils vont se relier entre elles par des liaisons bêta-1,4. Alors, là, c'est un peu technique, il faut juste le voir. Ici, l'unité, elle est là. Je crois que vous voyez ma souris. Attends, regardez. Ok, vous voyez ma souris. Normalement, là, l'unité disaccharidique, elle est reliée par une liaison bêta-1,3, ici. Okay, et lorsque cette unité disaccharidique-là, elle va être reliée à une autre, elle va être reliée par une liaison bêta-1,4. Donc, c'est important. Les deux oses de l'unité sont reliées par une liaison bêta-1,3, mais lorsqu'on veut relier ces deux oses à deux autres oses, ils vont être reliés par des liaisons bêta-1,4 en diagonale comme ça. Alors, soit ces chaînes sont libres, soit elles peuvent être reliées à un noyau protéique. Lorsqu'elles vont être reliées à un noyau protéique, on va parler de glycoprotéines. En fait, les glycoprotéines, on va en parler tout à l'heure aussi, mais c'est juste tout simplement une partie glucidique et une partie protéique. On a une partie qui est composée d'une protéine, une partie qui est composée d'un glucide. Et donc là, glycoprotéines, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les glucides, ça servait de déterminant antigénique. Et je vous ai dit que les déterminants antigéniques, c'était quoi? C'était ce qui permettait de déterminer votre groupe sanguin, le A, le B et le O. Et en fait, je vous ai dit que les glucides servent à ça, mais c'est en partie des glycoprotéines et des glycolipides. Donc, les glycoprotéines, c'est un glucide relié à une protéine, et les glycolipides, c'est des glucides reliés à des lipides. Les lipides, je ne pense pas que vous l'avez fait, vous le verrez, c'est aussi pareil, c'est un peu comme les glucides, c'est des molécules comme ça un peu à connaître, mais surtout, connaître leur fonction, ce n'est pas très compliqué. Vous le verrez. Donc là, j'espère que c'est bon pour vous. Faites attention, glycosaminoglycanes sont des molécules linéaires qui sont composées d'hexoamine, donc c'est-à-dire d'acide hexuronique exoamine et d'acide hexuronique. Il faut faire attention. Donc,
d'un glucide qui a été substitué par une fonction amine et d'un glucide qui a été substitué par une fonction acide. L'unité disaccharidique, je pense que c'est bon. Dans la même unité, c'est relié par une liaison β1,3. Dans deux unités différentes, il est relié par une liaison β1,4. Attention à ne pas confondre. Ici, les GAG, ils sont linéaires, donc ils ne sont pas ramifiés, alors que le glycogène, lui, est ramifié. C'est pour ça qu'il ne prend pas le nom de glycosaminoglycane. C'est important. OK. Donc, je vous ai parlé que les glycosaminoglycanes, ça pouvait être notamment de l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, je vous l'ai dit, c'est un constituant important qu'on retrouve dans le corps, mais c'est surtout le plus simple des glycosaminoglycanes. Vraiment, il est énormément constitué. Je ne l'ai pas noté sur le PowerPoint, mais il est noté de 50 000 fois. Il y a 50 000 fois cette unité disaccharidique-là, et il est considéré comme le plus simple des glycosaminoglycanes. C'est pour vous dire comme quoi les glycosaminoglycanes sont bien. Il y a énormément d'unités disaccharidiques, mais ils ne sont pas ramifiés parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont linéaires. Donc, c'est le plus simple des GAG. Il est composé de la bêta-D glucuronique. C'est lui. Comment je le sais? Parce qu'il est substitué par un COOH. Donc, on le sait ici parce que glucuronique, c'est la terminaison de l'acide carboxylique. Donc, forcément, c'est substitué par un COOH qui est relié pareil pour les GAG. C'est en fait l'acide hyaluronique, c'est un glycosaminoglycane. Donc, c'est forcément la même chose. Dans la même unité disaccharidique, elle est reliée encore une fois, je me répète 8 fois, mais ce n'est pas grave, par la liaison β1,3 et avec une autre molécule de N-acétyl bêta-D-glucosamine. Donc là, pareil, comment on sait? C'est relié ici, vous le voyez ici par le N. Et donc le N, ça montre bien que il s'agit d'un groupement amine. Le groupement amine, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il pouvait être substitué. Je l'avais dit ici, j'avais dit comme quoi ça pouvait être du N-acétylglucosamine ou encore du N-acétylgalactosamine. Ici, on parlait de glucosamine qui n'était pas substitué par un groupement acétyl, mais dans notre cas, pour l'acide hyaluronique, il est substitué par un groupement acétyl. C'est pour ça qu'on a la bêta-D glucuronique, est reliée par une liaison β1,3 à une molécule de N-acétyl. On voit bien ici qu'il est substitué par un groupement acétyl, bêta-D glucosamine. Alors en fait, l'acide hyaluronique, c'est quoi? C'est une unité disaccharidique de glucose, mais sauf que ce n'est pas deux molécules de glucose, ce sont des molécules de glucose qui ont été substituées par différents groupements. Alors là, par contre, il faut faire attention, étant donné que le N qui se répète ici, il est de 50 000, vous imaginez bien qu'elle a un poids moléculaire qui est quand même très élevé, PM, ça veut dire poids moléculaire, qui est très élevé, elle est chargée négativement, dû à la présence de nombreux groupements carboxyliques. Les carboxyliques, tout simplement, c'est les groupements COOH. Les groupements COOH, ils peuvent être notamment chargés négativement. Et donc, elle est capable de capturer une énorme quantité d'eau et d'ions permettant l'hydratation de la peau. Lorsque, vous voyez dans les crèmes, tout ça pour ce qui est rides, pour tous ceux qui mettent des crèmes pour les rides, bon, bien sûr pas nous, mais les personnes les plus âgées, ils mettent des crèmes pour les rides. En fait, ces crèmes-là sont composées d'acide hyaluronique parce que c'est quoi en fait les rides? C'est juste une perte d'eau. Et lorsque l'eau ne peut plus être retenue dans la peau, c'est pour ça que la peau devient fripée. Et lorsqu'on met de la crème à l'acide hyaluronique, ça fait rentrer de l'acide hyaluronique dans nos pores. Ils seraient présents alors dans les tissus, parce qu'on dit qu'ils sont présents dans tous les tissus. Et en fait, ça rechargerait la présence en eau. C'est pour ça que ça donnerait cet aspect moins fripé de la peau. Et donc, il est hydrolysé par la hyaluronidase qui coupe les liaisons β1,4. Donc, celle qui lie les unités de l'acide hyaluronique. Attention, la hyaluronidase, contrairement, je vais vous dire contrairement à quoi, mais donc la hyaluronidase, elle clive ça, faire attention, elle clive ça, elle ne clive pas ça. Elle clive les liaisons β1,4, donc elle clive ça, et elle ne clive pas les liaisons β1,3. Contrairement, attention, à la lactase, elle clive les liaisons β1,4, mais celle de l'unité disaccharidique. Donc, vous retenez juste que la lactase et la hyaluronidase, elles clivent des liaisons β1,4, mais pas au même endroit. La lactase, elle clive des liaisons β1,4 au milieu de l'unité disaccharidique, alors que la hyaluronidase, elle clive les liaisons β1,4, mais entre les unités disaccharidiques. J'espère avoir été clair un peu sur ça, parce que je sais qu'il y a énormément de problèmes. Enfin, il y a énormément de β1,4, β1,3. Moi, comment j'avais fait pour le retenir? C'est vraiment à l'aide des schémas. Je vois où c'est, après je les mémorise.
j'essaye de les voir un peu comment c'est comme ça. Donc, je vois où il est à peu près bêta 3, je vois où il est à peu près bêta 4. Et j'essaie de m'imaginer. Dans ma tête, je me dis qu'avec Clive, ils ont bêta 4 ici. Donc, forcément, ici, pardon. Donc, forcément, c'est entre les unités disaccharidiques et pas dans l'unité disaccharidique. C'est important. Maintenant, on a bientôt fini, ça y est. Je ne l'ai pas dit, mais les glycoprotéines, enfin, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas noté surtout. Les glycoprotéines, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle des glycoconjugués. Alors, les glycoconjugués, c'est tout simplement un glucide qui est relié à une autre partie, qui peut être protéique ou lipidique. Protéique, c'est noté ici, c'est glycoprotéines, ou lipidique, j'en ai pas parlé ici, c'est glycolipides, tout simplement. Et ils ont des rôles primordiaux dans le corps, dont on ne parle pas dans la partie 1 de glucides. Alors, on va commencer par parler, enfin, on va finir par parler des glycoprotéines. C'est quoi une glycoprotéine? Donc, ce sont des hétéroprotéines. C'est normal. Hétéroprotéines, le préfixe hétéro signifie que c'est deux choses différentes. Donc, protéine, donc forcément, c'est une hétéroprotéine. Tu as une partie protéique et une autre partie qui n'est pas protéique. Donc, si elle n'est pas protéique, étant donné qu'il y a le mot glycoprotéine, il y a le mot glucide. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une partie protéique, et d'une partie sucrée, qui sont reliées entre elles par des liaisons covalentes. Par des liaisons covalentes. La partie sucrée est composée de plusieurs oses ou dérivés d'oses. Donc, on peut avoir notamment, par exemple, ici, je crois que c'est, voilà, ici, c'est du galactose, ici, c'est du galactose, et ici, c'est du glucose. Comment je le sais? Parce que ici, le OH, il est en bas, le OH, il est en haut. Le OH en bas sur la forme pyranose, du coup, parce que c'est un cycle à 6 sommets, je répète. Étant donné que c'est un cycle à 6 sommets, le OH, il est en bas, je sais que c'est du glucose. Le OH, il est en haut, 6 à 6 sommets, cycle à 6 sommets, pardon, c'est du galactose. Alors, la partie sucrée est composée de plusieurs oses et il existe différents types de liaisons pour relier un glucide à une protéine. Comment? En fait, il va y avoir deux types. Il y a la liaison N-osidique et la liaison O-osidique. Alors, c'est quoi en fait la différence? La liaison N-osidique, elle s'établit entre la partie sucrée et le résidu asparagine ASN. Le résidu asparagine, en fait, si vous voulez, c'est un, je ne sais pas si, non, je ne pense pas, mais normalement, dans acide aminé, vous verrez que le résidu asparagine, c'est un acide aminé, en fait, qui est justement amine. Contrairement à O, qui possède une fonction alcool, ben, en fait, si vous voulez, le asparagine, il possède dans son groupement une fonction amine. Et donc, pourquoi une fonction amine? Le fonction amine, on la note N. C'est pour ça, d'où la liaison N-osidique. C'est pour ça qu'elle se fait avec un groupement asparagine. Asparagine, c'est ASN, c'est juste son dérivé. Vous allez par contre devoir les apprendre ça aussi. Le tout avec une élimination d'une molécule d'eau. Pourquoi encore avec une élimination d'une molécule d'eau? Comme tout à l'heure, c'est une liaison glycosidique. La liaison glycosidique, elle se fait obligatoirement avec une élimination d'une molécule d'eau. Je reviens tout à l'heure. Je reviens à tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Donc, cette liaison covalente est donc forte. Elle se fait avec la perte d'une molécule d'eau. C'est pareil pour les liaisons N-osidiques et c'est pareil avec les liaisons O-osidiques. OK. Donc là, on a une élimination d'une molécule d'eau. Et c'est une liaison donc, entre un glucide et un acide aminé. Un acide aminé, en fait, les protéines, c'est quoi? C'est un ensemble d'acides aminés. C'est ça une protéine. Retenez ça pour l'instant. C'est un ensemble d'acides aminés. Et dans cette protéine-là, qu'on le voit là, on voit l'asparagine ici. L'asparagine qui est un groupement amine dans sa fonction, dans sa composition. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'on dit N-osidique. Il faut faire attention. La liaison N-osidique est une forme bêta, alors que la liaison O-osidique, c'est une forme alpha. Il faut faire attention, c'est des pièges qui peuvent tomber, donc ça a bien retenir, ça a bien noter. La liaison O-osidique, par contre, elle s'établit entre un glucide et un acide aminé qui est dans une protéine, et cet acide aminé, par contre, là, il a une fonction alcool. C'est-à-dire une fonction alcool, c'est OH, hydroxyde. C'est-à-dire la sérine ou la tréonine. Ce sont également deux acides aminés différents, et lorsque notre glucide va être relié par une liaison O-osidique, toujours avec la perte d'une molécule d'eau, parce qu'on est encore dans une liaison glycosidique. Donc là, ça va être relié à un résidu sérine ou un résidu tréonine. Et donc, on va parler de liaison O-osidique, parce que dans ces deux acides aminés, on a une fonction alcool. Et dans le cas de la fonction alcool,
pour la fonction alcool, on a le O, OH. C'est pour ça O-osidique, vous retenez comme ça. O-osidique, c'est alcool parce que c'est OH. Et N-osidique, c'est amine parce que c'est NH2. Et donc, du coup, c'est le N. Attention. Enfin, attention, non, mais c'est surtout important de le retenir. Tout ce qui est la liaison entre N-osidique et la O-osidique, ça se fait à l'aide de O-glycosyltransférase ou de N-glycosyltransférase. Bon, ça, c'est pas important si vous ne retenez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous retenez à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est déjà très, très bien, je vous le dis. Si vous retenez ça en plus, c'est excellent. Mais ça se fait juste à l'aide de glycosyltransférase. Voilà, maintenant, par contre, je vous ai dit aussi qu'ils avaient énormément, les glucides, ils avaient énormément de rôles. Et c'était quoi ces rôles? C'est notamment les chaînes glycaniques ont un rôle pour la solubilité des protéines. Certaines protéines vont être hydrophobes. Étant donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les glucides, ce sont des molécules qui sont hydrophiles, car elles ont beaucoup de fonctions OH. Le fait de rajouter un glucide sur une protéine qui est peut-être hydrophobe, c'est-à-dire ou lipophile, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau, donc le fait de rajouter cette partie-là, en fait, ça va augmenter la solubilité des protéines. Le repliement des protéines, parce que vous verrez que les protéines, elles vont se replier de différentes manières, et ça l'aide également de glucides. Et enfin, elles ont un rôle dans la reconnaissance et dans l'interaction intercellulaire et intermoléculaire. Je vous l'ai dit au début du cours, les glucides ont une fonction dans l'interaction intercellulaire et intermoléculaire, mais également dans les déterminants antigéniques, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est pour déterminants antigéniques, c'est pour tout ce qui est groupe sanguin, pour déterminer les groupes sanguins, mais la reconnaissance intercellulaire et intermoléculaire, elle se fait à l'aide de glycoprotéines. En fait, deux cellules, si vous voulez, c'est très simple, deux cellules, ils sont comme ça, ils vont vouloir interagir entre elles pour s'envoyer des signaux, pour dire, moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, je t'envoie tout ça. Comment elles vont interagir entre elles? À l'aide de glycoprotéines. Les glycoprotéines vont les faire interagir entre elles, ils vont s'envoyer des signaux, et c'est comme ça, en fait, c'est grâce à ces glycoprotéines-là que l'interaction intercellulaire et intermoléculaire va pouvoir se faire. Donc voilà, juste retenez, comme je vous l'ai dit, ça y est, la forme bêta, c'est à l'aide d'une liaison N-osidique, alors que la forme alpha, c'est à l'aide d'une liaison O-osidique. N-osidique, NH2, parce que c'est asparagine, et c'est tout simplement l'asparagine, il a un groupement amine, alors que la forme O-osidique, elle a un groupement sérine et thréonine, ils ont un groupement alcool, du coup O, et c'est pour ça qu'on parle de O-osidique. Alors voilà, bon, j'espère avoir été clair quand même sur la majeure partie du cours. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour répondre à tout, vous inquiétez pas. Et normalement, j'ai envoyé un QCM à Dan. Je pense qu'il vous l'enverra dans la journée. Et vous essayez de le faire, vous essayez de vous tester dessus. Tout dépend, vous voyez un peu les notes que vous avez dessus, vous essayez, vous l'avez compris ou vous ne l'avez pas compris. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des messages. Sur le QCM, si pareil, si vous avez des questions, pareil, vous m'envoyez un message. Et ce cours-là, même au pire des cas, si vous ne voulez pas prendre le cours de Medibox parce que c'est encore un peu tôt, parce que il est long le cours de Medibox, prenez le PowerPoint, vous essayez de le revoir plusieurs fois. C'est bien. Et après, quand vous rentrerez en août, vous commencerez à lire bien le cours de Medibox pour rentrer plus en profondeur. Mais déjà, si vous connaissez déjà tout ça, vous avez ma parole que vous êtes déjà bien, bien avancé. Donc, bon, j'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et bon, passez un bon dimanche. Je sais qu'il y a le grand oral cette semaine. Bon courage à vous tous. Et j'espère que tout va bien se passer. Et au moins, vous rentrerez en passe bien comme il faut. Bon, allez, bon week-end. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Avec Au plaisir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Avec plaisir.